Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Anna, auteure et bookstagrammeuse. Bonjour Anna, Bonjour. est-ce que ça va? Oui, oui, ça va très bien. Et toi? Ouais, ça va, super. Euh, déjà, merci d'avoir accepté ma demande de participation au podcast, ça fait plaisir. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment un honneur pour moi d'être invitée. Franchement, j'ai vraiment été surprise quand je t'ai vu arriver dans mes DM, donc c'est vraiment un Oui. honneur. Écoute, avec plaisir. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs ou auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Annabelle. Donc, mes surnoms, c'est plutôt Anna et pour les intimes Nash. Je suis autrice et bookstagrammeuse donc, de 19 ans. Je vais bientôt en avoir 20 dans quelques semaines. Et j'écris surtout de la fantaisie et de la romance, mais j'en lis aussi beaucoup. J'ai grandi dans le sud-est de la France, donc voilà, moi je suis une sudiste, même si aujourd'hui je suis dans le nord pour mes études. Donc justement, je suis en licence de lettres modernes, donc voilà tout ce qui est vraiment autour de la littérature. J'ai aussi beaucoup de passion, donc notamment la lecture et l'écriture. Je m'intéresse quand même pas mal au badminton, donc qui est un sport que j'apprécie beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup la musique, donc vraiment la K-pop, la C-pop, etc. Après, j'écoute quand même d'autres musiques, donc en français, en espagnol, etc. Et j'aime aussi beaucoup pas mal de séries et de films. Donc là aussi, un peu au niveau de l'Asie de l'Est. Donc les dramas chinois, les dramas coréens, j'apprécie vraiment beaucoup. D'accord. Ah ouais, donc tu as pas mal de centres d'intérêt. Et, Ouais, pas euh, mal, ouais. et du coup, par rapport à ton parcours, donc tu as toujours su que tu allais étudier des lettres ou... Alors, oui, enfin, disons qu'il y a eu un... Tu vois, au collège, j'étais quand même assez perdue sur ça, sur mon parcours. C'est-à-dire que comme c'était une période quand même qui avait beaucoup de problèmes, que ce soit dans ma vie personnelle, mais aussi à l'école, c'était un peu compliqué. Je savais pas vraiment dans quoi j'allais me diriger. Et puis en fait, je me suis dit, et c'est quelqu'un qui m'a aidée dans cette piste de réflexion, donc c'est une amie, qui m'a dit, mais t'aimes beaucoup la littérature, les livres, la lecture, enfin, on voit que ça t'anime. Donc pourquoi tu ne dirigerais pas vers des études de lettres et peut-être faire éditrice ou en tout cas ce qui entoure peut-être les métiers de l'édition. Et cette amie avait vraiment beaucoup raison parce que je me suis dit, mais oui, en fait, clairement, la littérature, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et même si, bon, je suis tout à fait consciente que le métier d'éditoriste, ça ne veut pas dire passer son temps à toujours lire, hein. Il y a aussi beaucoup de travail à côté. Hmm. N'empêche, je me suis dit, c'est quand même une voie qui m'intéresse beaucoup et c'est quelque chose que j'aime. Donc, pourquoi ne pas lier travail et plaisir? Donc, je me suis dit, bah, let's go faire des études de lettres. Donc, vers le lycée, ce qui s'est passé, c'est que du coup, à ce moment-là, tu vois, on devait, avec la réforme, on devait choisir nos options, enfin nos spécialités, pardon. Et du coup, ouais, j'ai pris tout ce qui était en rapport avec la littérature. Comme ça, je me suis dit, normalement, en études sup, je suis normalement acceptée pour des études de lettres. Ouais, tu as mis toutes les chances de ton côté. C'est ça, exactement. Surtout que normalement, à la base, je voulais faire un BUT édition, tu vois, pour me professionnaliser au maximum. Parce que du coup, quand tu fais le BUT édition, au bout de 3 ans, je crois que tu es professionnalisé. Donc, techniquement, tu as plus d'expérience que les licences de lettres. Hmm. Malheureusement, bon, c'est assez sélectif, donc je ne l'ai pas eu. Mais en soi, avec le recul, c'est vraiment pas grave. Comme il m'a dit, tous les chemins mènent à Rome. Donc, de toute façon, la licence de lettres, ça peut me permettre, tu vois, d'avoir le master édition. Donc, de toute façon, oui, oui, je sais où je vais. Et en fait, avec le recul, je me dis que c'était assez logique que je parte en lettres parce que vraiment, la lecture, c'est quelque chose qui est vraiment, même l'amour de la littérature, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est présent depuis quand même très longtemps, hein, depuis que je suis très petite, en fait.
Mm. Ouais, ça a coulé un peu de source pour toi et tu t'es dit, bon, bah, pourquoi pas mêler ta passion à ton métier, si je veux. Exactement. Ok. Bah, écoute, je te souhaite bon courage et j'espère que tu Merci. aboutiras enfin, que tes projets aboutiront. Merci beaucoup. Non, mais je pense que oui, parce que, en fait, tu vois, avec le recul, bon, c'est triste, mais j'ai vu que les BUT avaient moins de chances d'accéder au master édition que les licences, que je trouve vraiment terrible, parce que c'est un peu ce mépris de la France envers les filières pro La et les filières technologie, techno. ouais. Ouais, c'est ça, qui sont à côté, donc c'est vraiment dommage. Du coup, quelque part, bon, je me dis, bah, j'aurais plus de chances, tu vois, Mm, d'accéder au master. Mais d'un autre côté, je suis quand même assez désolée pour les BUT parce que, bon, mm, enfin, c'est difficile pour eux d'accéder au master. Donc, voilà. ouais. Bah, ouais, enfin, c'est vrai que moi, je ne comprends pas pour avoir fait un. Alors, moi, j'ai fait un DUT parce que je l'ai fait avant la réforme. Je suis un peu plus âgée que toi. Mais, euh, mais pour avoir fait un DUT bah, scientifique, enfin, je trouve que les personnes qui font des parcours technologiques ont vraiment une plus-value que les personnes qui choisissent des formats, enfin des parcours de fac classiques, quoi. Mais bon, après, ça, c'est mon point de vue. De toute façon, je prêche un peu pour ma paroisse, mais enfin, pour avoir connu des gens qui sont passés par master et pas par master, mais par une licence et par un DUT, tu vois vraiment une différence. Non, mais on est d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi parce qu'en fait, le BUT, ça permet vraiment d'avoir de l'expérience, en fait. Parce que, si je dis pas de bêtises, dès la première année, les BUT, ils doivent absolument faire un stage, il me semble, en maison d'édition. Donc, ça permet vraiment aux personnes qui font un BUT de se professionnaliser et d'avoir beaucoup plus d'expérience que nous en licence, quoi, sur par exemple, sur les métiers de l'édition, quoi. Mais en fait, nous, c'est énormément de théorie et pas Mm, assez de pratique. Donc, c'est quand même dommage que la théorie prime encore sur la pratique, alors que même si la théorie est importante, je suis d'accord, hein, les BUT, ils bossent. Hein. J'ai une amie en BUT édition, justement, c'est 8h, 17h tous les jours, quoi. mm, Donc, ça bosse, c'est- hein, ça bosse énormément. Donc, c'est pour ça que oui, ok, la théorie, elle est importante, mais la pratique, elle est aussi très importante. Donc, je trouve ça vraiment dommage ce mépris parce que, bah, il y a, en fait, nous, ok, on a la théorie, mais eux, ceux en BUT, en fait, au final, ils s'en savent plus que nous sur le métier de l'édition techniquement. Donc, quand ils vont en master, finalement, quelque part, je dirais pas que c'est plus facile pour eux, mais ils y arrivent avec plus de connaissances que nous, en fait, techniquement. Donc, bah, clairement, moi, je trouve ça injuste. Hein. ouais. Bah, j'espère qu'il y aura une revalorisation, je sais pas, mais Ouais, j'espère je sais aussi, pas. parce que franchement, Bah écoute, on va venir sur ton activité de bookstagrammeuse. Je sais pas comment toi tu te revendiques, on va euh, dire, sur les réseaux sociaux, mais ouais, je suis bookstagrammeuse. En fait, c'est-à-dire quand tu veux dire comment je me revendique. bah, par rapport au contenu que tu proposes, en fait, dans quelle euh, catégorie, entre guillemets, tu te situes? Est-ce que vu que tu fais pas mal de chroniques, tu te considères comme une bookstagrammeuse ou tu es plutôt dans le côté auteurice de francophone? Je sais pas où tu te situes, en fait. Effectivement, c'est une très bonne question. J'avoue que sur mon profil, en vrai, comme j'ai mis autrice à un moment, je pense que ouais, ça donne un peu le flou pour les personnes, effectivement. Mais non, en fait, clairement, je suis clairement une bookstagrammeuse. En tout cas, pour l'instant, je suis bookstagrammeuse. Après, peut-être en écrivant et en essayant de faire éditer mon livre, il y a moyen que ça change, que je commence à proposer des posts par rapport à mes livres ou des reels ou quoi. Mais pour l'instant, non, c'est vraiment centré sur mes chroniques. Donc, pour l'instant, ouais, bookstagrammeuse, voilà. D'accord.
Et est-ce que tu avais déjà connaissance du monde du livre sur les réseaux avant de te lancer? Connaissance du monde, disons que qu'est-ce que tu veux dire exactement par ça? Est-ce que tu connaissais déjà la communauté? Est-ce que tu savais déjà qu'il y avait une communauté littéraire en ligne sur les réseaux avant? Ah, euh, En vrai, non, pas vraiment, parce que, en fait, sur Instagram, il y avait, tu sais, j'ai eu une période où j'étais sur Wattpad et j'écrivais des fanfictions à propos d'un manga, donc Fairy Tail. Et à un moment, j'étais sur Instagram parce que j'avais un compte autour de Fairy Tail et autour de ça. Là, non, j'étais pas vraiment au courant qu'il y avait, que Instagram existait. Et à ce moment-là, j'avais déjà 13 ans, hein, quand même, hein, donc c'est pas non plus giga petite. Et après, c'est plus vers 15-16 ans où en fait, je crois que j'ai fait un petit post à un moment, peut-être, je sais plus si c'était à 15-16 ans ou quoi, mais du coup, après, je me suis refait un compte Insta, un autre, et j'avais fait un petit post pour voir un petit peu, parce que du coup, j'étais curieuse de découvrir la communauté Bookstagram. Et je me suis dit qu'après, du coup, pendant un an, pouf, plus personne sur le compte. Et, euh, et après, j'ai repris vraiment de manière beaucoup plus régulière les chroniques. Mais ouais, avant ça, je ne savais pas du tout qu'il y avait une communauté Bookstagram. Et en fait, je crois que je sais même plus exactement comment j'en ai entendu parler. Je sais que je l'ai su à un moment, mais je sais plus exactement comment. Peut-être à travers, parce que tu vois, je suis énormément aussi sur Discord, donc j'ai des amis sur Discord, etc. Et à un moment, j'avais un serveur de littérature, enfin de littérature, d'écriture et de lecture. Et je crois qu'il y avait des personnes qui venaient justement de Bookstagram parfois qui arrivaient. Et je crois que c'est peut-être à travers ça que j'ai pu savoir en fait qu'il y avait une communauté Bookstagram. Parce que je sais pas vraiment trop au fait, hein. Et c'est pour ça que je me suis dit après, pourquoi pas me lancer parce que j'ai quand même envie de découvrir d'autres personnes qui, comme moi, qui lisent et parfois même qui écrivent, même pouvoir parler avec les autoristes en fait, parce que du coup, il y en a pas mal qui ont leur compte, Mm. et même être abonné à des maisons d'édition, tu vois, pour un peu être au fait des sorties littéraires, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment Bookstagram qui me permet d'être vraiment au fait des sorties littéraires, que ce soit par des posts, donc des chroniques, ou même les maisons d'édition elles-mêmes qui publient les cover revol ou autres. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui se passent sur Instagram, mine de rien, et j'ai l'impression que c'est le principal moyen de communication euh, des Exactement, acteurs. et puis Ouais. exactement. Et puis, je sais pas comment toi tu le ressens, mais je trouve que parfois on est un peu submergé par les sorties littéraires, notamment au niveau des posts. Vraiment, les maisons d'édition, elles y vont à fond, à tel point que tu te dis, mais c'est pas possible de tout lire en fait. Donc, toi, je sais pas vraiment comment tu le ressens, mais c'est vrai que moi, j'ai pu voir aussi que par rapport à la période où j'étais pas sur Bookstagram, où j'allais à la médiathèque et je lisais, par rapport à cette période maintenant, déjà, je consomme plus de livres quand même, plus de lectures, et c'est vrai enfin, ces dernières années, franchement, ça a doublé, voire triplé le nombre de livres édités, et en plus avec la communication justement sur les réseaux. Moi, je trouve qu'on est rapidement submergé quand même, parce qu'on se dit, mais il y a telle ou telle sortie. Franchement, on est rapidement submergé, hein. Mm. Ouais, c'est vrai que ça fait. Quand je suis arrivée en 2020, ça allait. Et c'est vrai que ces 2 dernières années, je vois pas mal. Il y a un rythme, ouais, un peu de surproduction en termes de parution. Après, je me laisse de moins en moins influencer aussi. C'est vrai qu'au début, quand je venais d'arriver sur la plateforme, j'achetais beaucoup. En fait, dès qu'une personne parlait d'un livre, j'ajoutais dans ma wishlist ou je l'achetais directement. Enfin, j'avais plutôt tendance à consommer assez rapidement. Mais là, je suis un peu dans un mode plutôt apaisé. Il y a pas mal de choses qui m'intéressent, mais
je suis pas dans cette course à tout acheter, à tout lire. De toute façon, j'ai pas le temps, j'ai pas les, les finances pour suivre tout ça. Donc, je me dis, écoute, je vais à mon rythme. Et puis c'est tout, quoi. Oui, non, mais t'as raison parce que, de toute façon, financièrement, ceux qui arrivent à suivre le rythme, je sais pas comment ils font, clairement, parce que c'est assez compliqué. Et même si, tu vois, il y a les médiathèques à côté, quand même, faut que les médiathèques se mettent à jour. Bon, il y en a certaines qui sont plus lentes que d'autres aussi. Mais c'est vrai que effectivement, la cadence, elle a augmenté. Et puis, il y a même, par exemple, tu vois, des maisons d'édition comme De Sacdus qui vraiment sont des maisons d'édition, mais ils publient tout le temps, en fait. Tout le temps. Mm. Même un peu trop. Donc, c'est aussi pour ça que c'est Oui, c'est vrai compliqué. qu'il y a des maisons d'édition plus ou moins éthiques, plus ou moins. Bon, après, ça, c'est le point de vue de chacun, mais ouais, quand tu publies, je sais pas combien de livres, 50, 100 livres par an, j'ai pas fait le compte, mais ouais, c'est vrai qu'il faut se poser des questions. Où est-ce que c'est imprimé? Quels sont les acteurs? Ouais, après, plutôt des questions éthiques qui se posent et qui rentrent en jeu, quoi. Mais bon, c'est un autre débat. Oui, 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 non, mais oui, parce que je crois que j'avais déjà vu passer un moment. Bah, je vois que De Sacdus, il sort quand même énormément de titres, pardon. Je me demande même comment font les traductrices pour suivre la cadence aussi. Après, je sais pas qu'ils en ont plusieurs, mais Oui, bah c'est vrai ça que laisse oui, poser des questions quand même, hein. oui. Bah, c'est vrai parce qu'en plus, ils publient quasiment que des traductions. J'ai jamais vu d'auteur français publier chez De Saxus, enfin en tout cas pas à ma connaissance. Mais c'est vrai que ouais, il y avait pas mal de trades qui étaient passés sur Insta par rapport aux conditions de travail, etc. Après, voilà, je veux pas faire de diffamation quoi, donc je sais pas trop ce qui se passe, mais ça présage pas grand-chose, rien, ça présage pas des choses hyper éthiques, hyper bienveillantes. Ouais, surtout qu'en plus, la maison d'édition de Sacdus, en plus, ils ont plusieurs branches, tu vois, je crois qu'ils ont Ellipsis aussi, carrément pour des livres engagés. Donc, par exemple, je crois qu'ils ont publié R.F. Kuang, si je dis pas de bêtises. Et, et en fait, du coup, ils publient parfois des livres que tu as absolument envie d'avoir. Et moi, tu vois, je suis pas quelqu'un qui lit en VO. En fait, j'apprends Mhm. encore, je continue encore d'apprendre l'anglais. Et c'est assez compliqué parce que je suis pas quelqu'un qui y arrive avec les langues, on va dire. Donc, bah, c'est un peu énervant parfois parce qu'ils ont plein de titres que t'as envie d'avoir, t'as désespérément envie d'avoir. Après, moi, disons que j'achète, mais après, j'essaye quand même de. Enfin, si je peux lire à la médiathèque, tu vois, surtout un titre de Diocletius ou quoi, j'essaye quand même de le faire. Hein, c'est pas non plus. Je pas non plus. Je vais pas donner mon argent à tout va, quand Mhm. même. Mais c'est vrai qu'ils ont des titres qui donnent vachement. Enfin, il y en a pas mal qui donnent vachement envie, surtout des titres engagés, quoi. Donc, à chaque fois, t'es là, tu te dis. C'est Mhm. dommage. Ouais, c'est ça. T'as l'impression que soit il y a des maisons qui ont le monopole. Après, je me dis, est-ce que les auteurs et autrices anglophones se renseignent sur la ligne éditoriale des maisons d'édition françaises? Je sais pas. Après, peut-être que c'est aussi une question de prix, hein. Peut-être que tout le monde ne peut pas s'offrir R.F. Kuang, je sais pas qui d'autre ils ont publié d'engagés, mais c'est vrai que ça demande peut-être un certain prix que d'autres maisons d'édition n'ont pas. Donc après, ouais, t'en reviens toujours. En fait, c'est un peu l'argent le nerf de la guerre, t'as l'impression. Ah oui, Euh, non, mais ça, on est d'accord. Même les prix des livres, j'en parle souvent avec les autres, mais avec mes amis, mais le prix des livres, ça a augmenté ces dernières années et mm, c'est n'importe quoi. Après, sur certains trucs, j'avoue, je joue le jeu, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des trucs, je suis pas capable de me dire, enfin, par exemple, tu vois, pour donner un petit exemple, par exemple, il y a un coffret limité qui est sorti là, il n'y a pas si longtemps sur Serpent Dog, tu vois, et c'est vraiment l'une de mes sagas préférées. Et tu vois, il y a des trucs où tu te dis, ah, c'est dur de résister en fait, c'est vraiment dur de résister. En fait, tu résistes pas en fait. Parce que, en fait, tu vois, les maisons d'édition aussi, elles mettent pas mal, et ce que j'ai pu voir d'ailleurs, dans les reliés. Donc, par exemple, j'ai pu voir, et j'ai vraiment halluciné, c'est que
vraiment, ces derniers mois, il y a des maisons d'édition parfois qui sortent les relais avant le brochet. Du coup, si tu veux le livre tout de suite, tu es obligé d'acheter le relais qui te coûte plus cher plutôt que le brochet, en fait. À chaque fois, ça me fait grincer les dents parce que elle est où notre liberté de choisir, en fait? Ouais. Après, moi, je suis pas très relais, donc vraiment, je me sens pas influencée par ça. Mais ouais, je peux T'as de la chance. Je peux comprendre. T'as de la Après, ils chance. savent, ouais, ils connaissent leur cible, ils savent où taper, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que moi, Clairement, ils savent vraiment taper, hein. Ah oui, oui. non, Surtout avec les... Pardon, hein. Surtout avec les éditions comme le coffret collector à la Serpent et Dôme, l'édition vraiment limitée où tu sais que si jamais tu l'as pas, ce qui va se passer, c'est que tu vas le retrouver sur Vinted, mais à 120 € ou 150, tu vois. Donc après, ça sert plus à rien. Honnêtement, je trouve que pour une fois, après je trouve que Dessalus quand même ça va sur le prix par rapport à certaines maisons d'édition. Mais tu vois, 60 € pour un coffret collector limité, en vrai je trouve que ça va parce que techniquement, maintenant que on sait que franchement un livre à 20 €, c'est la moyenne. Si tu fais les 3 livres, donc le coffret pour les 3 livres, au final ça te fait 20 € par livre pour des reliés. On est calme quand même, on est tranquille. Donc en vrai je trouve que 60 € ça va. Mais c'est vrai que du coup, c'est pour ça que si tu n'as pas le coffret et que tu essaies de le trouver, mais que tu le trouves à Vinted à 120 ou 150, bon, moi, clairement, je ne donnerais pas autant d'argent pour juste des gens qui l'achètent pour après le revendre, quoi. Hors de question. Oui, c'est clair, ouais. Ouais, tu as tout un marché parallèle. Vraiment, la littérature, c'est... ça devient un peu tout et n'importe quoi, des fois. Tu te demandes, il y a plein de dérives, mais bon. Ouais, c'est terrible. Mais de toute façon, ça vient d'un... Si déjà les livres étaient plus accessibles, on n'aurait pas vraiment... on n'aurait pas vraiment ce problème, en fait. Parce que il y a des gens qui pensent vraiment à faire du business sur des livres, mais moi, je comprends vraiment pas. Mais ouais, j'espère que ça va être régulé. Mais bon, après, tu vas pas passer ta vie sur Vinted à faire la police, quoi, pour savoir si tes livres sont revendus. Je sais pas s'il y a eu des mesures par rapport à ça. J'en ai pas entendu parler, mais... Je pense pas parce que de toute façon, encore une fois, le gouvernement il va nous la mettre à l'envers puisque je sais même pas comment c'est possible, mais Macron, je crois qu'il voulait faire carrément payer une taxe sur les livres de seconde main. Alors je pense pas que ce soit régulé de sitôt. Après, je pense qu'il y a des gens aussi. Bon, il y en a, je pense qu'ils vont à un moment ils vont se calmer. Je sais pas. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont se calmer ou quoi. Parce que, par exemple, tu vois, moi, j'hésite pas parfois. S'il y a un livre qui m'intéresse et je vois que la personne, elle a carrément mis le prix, genre elle a juste enlevé 1 ou 2 € et qu'au final, avec les frais de port, ça te fait plus que si tu l'achètes neuf en magasin. Moi, j'envoie toujours un petit message. Hein, j'envoie toujours un petit message en disant, écoute, ton livre, tu vois, ça sert à rien de l'acheter parce que limite, il est plus cher sur Vinted au prix que tu le proposes plutôt qu'en magasin. Donc, calme-toi. Voilà, calme-toi. Ouais, après, il y en a qui ont plus ou moins de scrupules. Enfin, bref. Déjà, pour en venir à ce que tu crées sur les réseaux, ouais, est-ce que t'as pu faire des rencontres par rapport à, sur la plateforme, est-ce qu'il y a des gens qui étaient intéressés par ton contenu et avec qui tu as pu échanger, avoir des retours? Franchement, oui, j'ai fait de magnifiques rencontres et c'est continuellement. Puis c'est ça que j'adore. Je vais en citer quelques-uns et quelques-unes quand même parce que vraiment, c'est des personnes, je discute avec elles. Et d'ailleurs, on parle pas seulement de littérature, hein, c'est vraiment, dans nos discussions, c'est vaste. Et en fait, dans les relations interpersonnelles qu'on peut avoir, c'est vraiment enrichissant. Et vraiment, les personnes auxquelles je pense, la première personne, je pense qu'elle écoutera le podcast de toute manière, donc elle se reconnaîtra. Je ne sais pas si tu la connais sur Insta, elle s'appelle Liseuse Étoile. Et
Et elle a fait plusieurs recommandations, par exemple sur des livres Ace et Arrow. Et je l'ai rencontrée il y a quand même déjà un certain temps et c'est vraiment l'une des personnes avec lesquelles je suis le plus proche sur la plateforme Insta. Mais il n'y a pas qu'elle, hein. Il y a aussi Lost Literature Poetry. Non, Society, Lost Literature Society. Elle aussi, elle est vraiment géniale. C'est une belle rencontre aussi que j'ai faite. En fait, les personnes avec qui vraiment je m'entends le mieux, bon, déjà, c'est quand on a les mêmes valeurs, hein, c'est logique. Et on a beaucoup de discussions politiques, tu vois, mais que ce soit juste politique, soit vraiment politique autour de la littérature. Et en fait, vraiment, il y a vraiment ces deux personnes auxquelles je pense, avec qui j'ai beaucoup parlé. Bon, après, il y en a aussi d'autres, hein, mais ouais, ça m'a permis vraiment de faire des rencontres, beaucoup de rencontres enrichissantes, même, par exemple, pas seulement en France. Donc, c'est par exemple, je pense aussi à Elisa Aime écrire, qui est au Québec. Donc, ouais, vraiment, j'aime beaucoup cette facette du Bookstagram. C'est que vraiment, ça m'a permis de faire des rencontres sur Insta qui sont vraiment géniales et avec qui on s'aligne sur les mêmes valeurs. Et on peut avoir des discussions enrichissantes, même parfois pas forcément être d'accord sur certains points et en discuter. Et du coup, ça nourrit la discussion. Et non, vraiment, il y a vraiment beaucoup de personnes que j'ai rencontrées et qui sont vraiment géniales. Et d'ailleurs, comme je disais, du coup, ça se renouvelle. C'est-à-dire que, par exemple, Lost Literature Society, ça fait que quelques mois que je l'ai rencontré par rapport à Les Deux Étoiles, que je connais quand même depuis plus longtemps, tu vois. Donc, vraiment, ce renouvellement et ces personnes qui... Parce que du coup, parmi ces personnes, c'est aussi parce que se sont intéressées à mon compte, hein, à mes recommandations et qu'on a pu discuter. Même, par exemple, tu vois, interagir sur les stories, en fait, de l'autre et en discuter, justement. Et ouais. Franchement, j'adore cette facette du Bookstagram. Ok. Bah, c'est cool, tu as dû te sentir moins seule. Oui, non, vraiment, je suis vraiment satisfaite. En fait, c'est exactement ce que je voulais en faisant mon compte Booksta. C'est vraiment partager mes lectures, mais surtout partager en fait nos avis, mais aussi nos opinions, même sur la vie en général. Mm. Rencontrer en fait des personnes avec qui je peux avoir des discussions enrichissantes et épanouissantes parce que bon, le but c'est pas vraiment de parler de la pluie et du beau temps. Je veux dire, quand je rencontre des gens, que ce soit sur Insta ou dans la vraie vie, hein, quand je rencontre Ouais, des c'est gens clair. et qu'on finit par parler de la pluie et du beau temps, je suis désolée, mais ça m'intéresse pas. Hein. Je dis pas que la Mm. personne peut pas être intéressante ou quoi. Hein. Non, juste ça ne matche pas. J'ai vraiment Mm. besoin de rencontrer des personnes euh, avec qui je peux avoir vraiment des discussions enrichissantes. Et en fait, le fait qu'on puisse s'élever l'un l'autre, je sais pas si tu vois, le fait qu'on Ouais, puisse je comprends. mûrir, en fait, nos discussions peuvent nous faire évoluer, que ce soit sur le plan politique ou autre. Hein, et c'est ça que j'aime beaucoup, en fait, dans Mm. nos discussions et notamment sur le Booksta. Ouais, bah, j'ai remarqué ça. Enfin, ça m'étonne pas du tout ce que tu me dis parce que je sais que tu partages pas mal de tes opinions en story par rapport aux faits de société et à ce qui se passe en France hexagonale ou ailleurs d'ailleurs. Donc, ouais, c'est totalement d'accord avec ce que tu postes sur les réseaux, etc. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter, parce que je me suis dit, bon, enfin, c'est quand même à 19 ans, c'est quand même assez. Alors, rare, je sais pas, parce que moi, je connais pas trop ta génération, mais je sais que moi, à 19 ans, enfin, j'étais pas aussi politisée que ça. Enfin, moi, j'étais encore dans ma petite bulle. Mais ouais, je me rends. Enfin, ouais, j'étais pas autant affirmée. Enfin, je m'affirmais pas autant par rapport à mes convictions politiques ou autres. Et, et ouais, enfin, je trouve ça hyper honorable à ton jeune âge, de, Merci. ouais, de t'affirmer autant. Ouais. Ah, écoute, en fait, je pense que c'est aussi là le Booksta que je peux remercier. En fait, tu vois, je suis arrivée sur Instagram. Je ne me suis pas forcément abonnée tout de suite à des comptes du Booksta. Et quand je parle de comptes du Booksta, c'est aussi pas mal le Booksta militant. Mais je me suis abonnée déjà à des comptes militants, donc des comptes afroféministes, des comptes anti-validistes.
Je sais pas si c'est juste, bref. Et en fait, j'ai essayé, je me suis dit, écoute, abonne-toi à des comptes qui en fait débunkent les choses, qui peuvent vraiment te permettre de t'éduquer en fait sur plusieurs sujets. Donc que ce soit le validisme, le racisme, le sexisme, la grossophobie, mais vraiment sur plein de sujets de société en fait qui sont importants à savoir. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé, mais je sais que le Booksta militant a quand même été assez déterminant parce que même avant de juste venir sur Insta, ok, j'étais politisée et j'avais quand même un avis déjà assez tranché, mais pas autant que maintenant, tu vois. Genre vraiment, c'est vraiment le Booksta militant qui m'a permis d'affiner, on va dire, mon point de vue politique, en fait, mon bord politique, et qui m'a permis aussi d'être aussi politisée que maintenant, tu vois. Donc, le Booksta a vraiment été déterminant et je peux le remercier pour ça. Surtout les comptes Booksta militants, parce que du coup, ils m'ont éduquée, mais tu vois, sur un sujet précis, c'est-à-dire la littérature. Donc vraiment, par exemple, pour donner un exemple, le manque de représentation dans la littérature française et francophone, tu vois. Donc ça aussi, parce que même si je suivais des comptes militants, eh ben, ils faisaient pas forcément, tu vois, ce point précis sur la littérature. Ils faisaient pas ce sujet-là en particulier. Donc vraiment, les comptes Booksta militants, ça m'a permis vraiment euh, de vraiment m'éduquer plus en fait sur le sujet. Et c'est pour ça que je suis vraiment, je te dis, hein, c'est pour ça que je suis autant politisée aujourd'hui, c'est parce que vraiment le Booksta m'a fait mûrir sur ce point. Sinon, je pense que je serais en grande partie encore dans ma bulle et vraiment, je pense, inconsciente de certains faits de société, de certains même sur moi-même en fait, tu vois. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut surprendre certaines personnes, mais par exemple, même si mes parents m'ont quand même éduqué un peu sur le racisme, ils l'ont clairement pas fait assez. Et Insta et notamment le Booksta, ça m'a vraiment permis non seulement de m'éduquer sur ça, mais aussi d'apprendre de moi-même en fait, parce que au final, j'ai pu comprendre certaines choses que j'avais vécues. Tu vois, par exemple, j'ai pu comprendre que le fait de me faire dénigrer, par exemple, sur mes cheveux, bah, j'ai compris d'où ça venait en fait. J'ai compris que c'était un héritage colonial et que en fait ça venait pas de nulle part, alors que moi à la base je te le dis clairement à 16 ans, donc c'était il y a quand même pas si longtemps, c'est il y a quelques années mais c'est récent, tu vois. Bah moi je pensais que c'était quelque chose de voilà, c'est de ma faute. Je pensais que c'était moi le problème en fait. Je pensais que c'était aussi quelque chose d'isolé. Je pensais que c'était un fait isolé et que ça pouvait pas toucher d'autres personnes afrodescendantes et ou noires. Et en fait finalement en arrivant sur Insta et notamment sur le Booksta, j'ai fini par comprendre que ce fait est pas du tout isolé. Et je t'avoue que j'ai vraiment été choquée, mais au moins ça m'a permis de vraiment m'éduquer, d'en apprendre même plus sur moi-même en fait, de comprendre ce que je pouvais vivre en fait. Et quand je parle à propos de ça, je parle vraiment pas seulement sur le racisme, mais même sur le validisme par exemple. Donc je sais pas moi, le validisme que je pouvais subir parce que justement je suis malentendante et appareillée. Euh, Là aussi, encore une fois, je pensais que c'était moi le problème, je pensais que c'était chez moi qu'il y avait quelque chose qui clochait, alors qu'au final, en fait, c'est la société, c'est les autres. Et en fait, vraiment m'éduquer, ça m'a permis de changer mon regard sur moi-même. Donc, je sais que si ça, ça a changé mon regard sur moi-même, je pense que c'est grâce, enfin, pas grâce, mais c'est le fait que je fais quand même partie, je fais quand même partie des personnes qui sont pas le plus privilégié dans la société, même si j'ai des privilèges quand même. Alors que je sais qu'il y a des gens qui pourraient dire, ouais, moi je m'éduque, mais techniquement, j'en apprends pas plus sur moi, tu vois. Il y a des gens qui pourraient dire ça. Mais en fait, ça sert toujours de s'éduquer et de se déconstruire, en fait. Vraiment, simplement par respect pour les autres, pour éviter, en fait, euh, des préjugés ou des idées reçues qu'on peut avoir. Parce que franchement, en fait, franchement, s'il y avait tout le monde qui pouvait faire ce travail, ce serait vraiment génial parce que, tu vois, moi, je pensais vraiment que, en tant que personne handicapée, je pensais que c'était moi vraiment le problème, que c'était moi qui fallait, par exemple, je sais pas, moi, que je parle plus fort, que c'était de ma faute, je faisais pas d'efforts, alors qu'en fait, avec le recul, et j'ai bien appris que c'est les autres
qui ne font pas l'effort, justement, qui ne se mettent pas à la place. Et ça m'a... Franchement, si tout le monde pouvait faire ce travail, ce serait vraiment génial. C'est même vraiment primordial, en fait, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient, en fait, que même si ça t'apprend pas forcément sur toi-même, c'est quand même important. Et puis, au final, te déconstruire, ça te fait mûrir quand même. Ça te fait mûrir mentalement, quoi. Ouais, clairement. Moi, pareil, si j'avais pas eu Booksta dans ma vie, je sais pas si je me serais déconstruite aussi rapidement ou si, ouais, je sais pas. Ouais, t'avais pas les clés, en gros, c'est ça. T'avais pas encore, avant de connaître Booksta, t'avais pas encore les clés, justement, pour apprendre et t'éduquer sur certains sujets. C'est ça. Enfin, en fait, si j'étais plus ou moins éduquée, mais c'est vrai que je mettais pas forcément des mots sociologiques, si je peux dire ça comme ça, dessus, quoi. Oui. Non, mais on est d'accord que mettre des mots, c'est hyper important. Parce que, tu vois, il y a beaucoup de gens aussi qui oublient, et j'ai déjà vu passer sur les réseaux sociaux, hein, les gens demandent en quoi est-ce important de nommer. Mais en fait, le fait est que c'est important de nommer parce que si on ne nomme pas, on ne peut pas comprendre le problème. Par exemple, tu vois, le dénigrement sur mes cheveux, je savais pas que c'était de la discrimination capillaire, tu vois. Tant que j'ai pas pu mettre un mot dessus, j'ai pas pu comprendre le problème. Donc ça, il y a aussi beaucoup de gens, tu fais bien d'en parler parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui oublient que nommer les choses, c'est hyper important, juste pour comprendre le problème, en fait, et pouvoir justement faire le chemin pour le régler. Mm. Ouais, c'est hyper pertinent ce que tu dis. Moi, je suis d'accord avec toi. Euh, merci pour tes remarques pertinentes. Euh, Mais de rien. on va passer à la partie autrice. Est-ce que, ouais, qu'est-ce qui t'a... Je sais que dans ta bio, tu précises que tu écris de la fantaisie et de la romance. Pourquoi tu as choisi d'écrire dans ces genres dans ces genres-là, tout simplement? Alors, bon, déjà, c'est grâce à la lecture parce que vraiment, les genres que je lis le plus, c'est vraiment la fantaisie et la romance. C'est vraiment mes deux genres de prédilection, en fait, parce que, tu vois, je me vois pas. Je suis amoureuse du genre romance, en fait. Vraiment, je me vois pas, même dans les livres de fantaisie, tu vois, parfois, j'ai besoin de romance. Alors, parfois, je peux m'en passer, hein, mais c'est vraiment très rare. J'ai besoin même d'un soupçon de romance parce que j'aime trop ça. Et en fait, la fantaisie, pourquoi j'aime beaucoup ça? En fait, tu vois, la fantaisie, ça repousse quand même les limites de notre monde, en fait. Enfin, ça enlève les barrières et ça permet, en fait, de... En fait, tu peux imaginer ce que tu veux, quoi. Et je trouve ça génial. Et c'est ça qui me fait rêver avec la fantaisie parce qu'il n'y a pas de limite, en fait, à l'imagination. Et depuis que je suis petite, la fantaisie, c'est vraiment le genre qui me fait vraiment vibrer parce que c'est vraiment un genre où j'ai pas besoin de mettre de limites. Je peux imaginer ce que je veux, je peux faire ce que je veux. Et vraiment, les genres de l'imaginaire, en fait, c'est vraiment ça qui me plaît le plus. Donc, tu couples ça à la romance, moi, je suis contente, tu vois, je suis très satisfaite. Ok. Et si tu en as envie, est-ce que tu peux spécifier tes projets d'écriture? Ouais, bien sûr. Alors, bon, je suis quelqu'un quand même, tu vois, avec mon TDAH, j'ai quand même tendance à beaucoup éparpiller, tu vois, dans les projets d'écriture. Donc, vraiment, c'est terrible. Mais ça fait quand même quelques années que j'ai réussi à me mettre sur un projet d'écriture, j'ai réussi à me fixer. C'est déjà bien. Et en fait, c'est une trilogie de fantasy. Donc, ça s'appelle La Malédiction de la Luna. Et donc, le premier tome, il est fini, tu vois. Il y a le deuxième en cours. Ça commence à faire déjà un certain temps qu'il est en cours quand même, mais bon, je prends mon temps quand même parce que je veux pas, je veux pas me presser, tu vois. Même si j'aimerais bien terminer le roman, je veux pas me presser, je veux prendre mon temps. Mm. Et puis surtout, l'écriture, c'est vraiment du plaisir. Normalement, ça doit être du plaisir et non pas de la souffrance, contrairement à ce que certains affirment. Donc, voilà, et après, j'ai aussi quelques projets, tu vois, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, je m'éparpille beaucoup. Donc, en vérité, bon, la malédiction d'Aluna, c'est une fantaisie avec des loups-garous.
c'est plus exactement une urban fantasy. Et ça s'est centré sur les loups-garous, mais j'ai d'autres fantaisies que j'ai envie d'écrire. C'est centré sur les vampires, sur les sirènes aussi, sur les sirènes. Et donc, en vrai, j'ai pas mal de projets. J'ai aussi des projets de romance, même s'ils sont en minorité du coup, parce que vraiment la fantaisie, je hiérarchise pas la fantaisie et la romance, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à écrire de la fantaisie et plutôt que de la romance, parce que j'ai moins de limites, tu vois, avec la fantaisie. Et en plus, dans la fantaisie, je peux rajouter de la romance. Donc voilà, pour moi, c'est un combo parfait. Ouais, ça fait 2 ans d'un, quoi. Ouais. Bah écoute, ouais, c'est déjà super. Tu as déjà tous ces projets, enfin 2 projets comme ça en cours. Et Ouais, est-ce que tu souhaites te lancer en édition, en auto-édition? Comment tu vois l'avenir de ces projets d'écriture, même si c'est sur du long terme, et que tu prends. Alors, l'auto-édition, malheureusement, je pourrais pas. Juste avec mon trouble, en fait, ça va vraiment être compliqué. Parce que tu vois, l'auto-édition, en fait, bon, techniquement, t'es pas non plus tout seul. Mais c'est vrai que, par exemple, si tu sais pas faire la couverture, tu vois, tu peux faire appel à quelqu'un. Mais il y a quand même beaucoup de choses que tu dois gérer, genre par exemple ton statut au niveau je crois, du gouvernement, si je dis pas de bêtises. Je suis pas non plus à fond renseignée sur l'auto-édition, sur comment ça marche. Mais j'ai vu des personnes en parler et je sais que c'est quand même parfois un peu compliqué, surtout quand tu n'as pas d'organisation comme moi. Donc je sais déjà que l'auto-édition, ça va être vraiment compliqué à tenter. Donc moi je pense que pour mes projets, ce sera l'édition traditionnelle, voilà. Je fais vraiment le choix. Peut-être qu'un jour je ferai l'auto-édition, mais dans ce cas-là, je pense que je le ferai quand j'aurai du temps et de l'argent, mais surtout de l'argent. Comme ça, il y a Ouais. quelqu'un qui, par exemple, si je veux quelqu'un, tu vois, qui gère pour moi, qui m'aide, même si je veux payer quelqu'un, par exemple, pour faire le marketing, tu vois, autour de mes livres, etc. C'est l'argent qui me le permettra. Donc, si un jour vraiment je dois tenter l'auto-édition, déjà, je préfère mettre fait un certain nom dans l'édition quand même, enfin qu'on déjà on me connaisse un peu, et pas que je sois une primo autrice, tu vois. Je préfère pas tenter honnêtement en auto-édition. Donc déjà ça, et vraiment, ouais, l'argent, c'est vraiment le plus important pour que je puisse justement, tu vois, ne pas être submergée, parce que je me fais vraiment pas assez confiance au niveau de l'auto-édition pour réussir à gérer toute seule. Ce sera impossible. Donc non, je pense que l'édition traditionnelle en premier lieu, et après, peut-être, pourquoi pas un jour, l'auto-édition. D'accord. Ok. Écoute, je te souhaite bon courage. Merci. Euh, Et du coup, une petite question que j'ai jamais encore posée, je pense, aux autoristes que j'ai interviewés. Est-ce que tu as un conseil? Alors, c'est assez vaste, hein, comme question, mais ouais, est-ce que tu as un conseil, une recommandation que tu ferais aux jeunes autoristes comme toi, soit de par leur âge ou de par leur, comment dire, leur parcours, on va dire, éditorial? Franchement, j'en ai plusieurs, oui. Et déjà, le premier conseil que je pourrais donner, ce serait vraiment parce que je sais qu'il y en a, je me connais en fait, et je sais comment j'étais quand j'étais plus jeune, et je sais que je suis pas la seule, mais vraiment, quand on écrit, bon, évidemment, c'était du plaisir, hein, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que parfois, on peut un peu se prendre la tête, etc., se dire, voilà. Et en fait, vraiment, moi, mon conseil, c'est vraiment, n'aie pas peur, ne te prends pas la tête. Par exemple, si tu as peur de mal faire, par exemple, je sais pas moi, tel ou tel passage, de mal l'écrire, ou par exemple, ouais, de mal l'écrire, et vas-y en fait, parce que de toute façon, il y a toujours la réécriture après. Donc, de toute manière, ça se rattrape toujours. Si jamais, bon voilà, il y a, je sais pas moi, tu t'es trompé sur une date, c'est déjà arrivé des incohérences. Oui. Je parle en connaissance de cause. Donc vraiment, la réécriture, ça permet vraiment d'arranger tout ça. Donc en vrai, mon premier conseil, c'est vraiment de ne pas se prendre la tête. C'est que du plaisir, et d'y aller vraiment franco en fait.
Par exemple, après, ça dépend des personnes. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui se disent auteurice jardinier, je crois. Bref, et auteurice architecte. Enfin, bref. Et il y a des gens, tu vois, qui ont tendance à tout programmer avant, tu vois, toute la ligne directrice de leur roman. Je sais qu'il y a des gens, parce que moi, je suis comme ça, c'est-à-dire que je programme un petit peu, mais je peux pas tout faire, tu vois, parce que je suis un peu dans cette optique-là de... les personnages, tu vois, c'est des êtres humains comme nous. Techniquement, nous, on ne sait pas à l'avance dans 10 ans comment on sera, tu vois. Alors, c'est logique que pour un roman, on sache techniquement. Mais moi, je réfléchis vraiment à cette optique-là, c'est que je ne sais pas comment je serai dans 10 ans. Donc, je peux l'appliquer ça à mes personnages. Et en fait, pour être le plus juste dans les sentiments des personnages et dans leur construction, de la façon dont ils évoluent tout au long, oui, du roman, et ben, je le fais vraiment petit à petit en fonction des péripéties, etc. Donc, si vraiment il y a des gens des jeunes autoristes qui voient d'autres personnes programmer leur roman vraiment à chaque détail près à l'avance, et que eux, bah, ils se sentent pas de le faire, tu vois, moi, je leur dis vraiment d'y aller, de foncer et de faire vraiment à l'intuition, au ressenti, parce que de toute façon, ça peut marcher. Tout le monde ne fait pas pareil. Ça, on est d'accord. Et il y a aussi un truc qui revient beaucoup, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui sont là en mode si je fais beaucoup de fautes, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça fait moins de moi une auteurice ou quoi? Et moi, je dis mais pas du tout parce que en fait, vraiment, faire des fautes, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Moi, il faut savoir que quand j'ai commencé l'écriture, donc j'avais 12-13 ans, et bah, je faisais des fautes, mais c'était horrible, quoi. C'est vraiment horrible. Bref. Après, je faisais pas non plus des fautes à toutes les phrases, quoi. Mais je faisais quand même des fautes vraiment horribles. Aujourd'hui, je me demande comment c'est possible. Mon conseil, c'est si tu fais des fautes, c'est pas grave. De toute manière, c'est justement en écrivant qu'on apprend à ne plus faire de fautes. Bon, évidemment, ça ne s'adresse pas aux personnes qui sont dyslexiques ou quoi. Hein. Ça, c'est encore hors sujet. Mais pour les personnes qui font beaucoup de fautes et qui se disent, bah, je suis peut-être pas légitime à écrire ou quoi, franchement, il n'y a pas de souci. C'est vraiment en apprenant, c'est vraiment en écrivant qu'on apprend. Moi, j'ai réussi à améliorer ma syntaxe, mon orthographe et ma grammaire en écrivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai le niveau qu'on demande en licence pour ce qui est d'avoir une bonne syntaxe, une bonne grammaire, une bonne orthographe, eh ben, un bon orthographe, pardon, eh ben, c'est clairement grâce à l'écriture. Sinon, je pense qu'on pourrait avoir peur parce que je pense pas que j'aurais vraiment eu un bon niveau, tu vois, en licence pour ce qui est de la syntaxe, même juste de comment faire les phrases, parce que on peut le voir, il y a de plus en plus de gens qui ont parfois il y a des gens qui ont du mal à faire des longues phrases, tu vois, et à les faire correctement. Et justement, l'écriture, ça demande de devoir faire ça parfois, de faire des longues phrases, de le faire correctement. Donc, l'écriture, c'est vraiment un bon exercice, pardon, pour travailler sa grammaire, son orthographe et sa syntaxe. Donc voilà. Et le dernier conseil que j'aurais à donner, c'est que voilà, il y a par exemple, tu vois, il y a des intrigues, on va dire, il y a des histoires qui sont pas mal à la mode. Par exemple, bon, il y a un truc, c'est que beaucoup de gens commencent à mettre de plus en plus de smut dans leur livre parce que tu comprends, c'est la mode et ils n'osent pas trop dévier. Et moi, ça, c'est mon troisième conseil que je donne, c'est-à-dire que peu importe c'est quoi la mode ou quoi, franchement, te prends pas la tête, écris ce que t'aimes. Si t'as pas envie de mettre de smut dans ton histoire, t'en mets pas. Et les gens qui veulent forcer ou quoi jusqu'à faire une pétition, ils iront se faire voir, quoi. Voilà, donc non, vraiment, c'est mon troisième conseil. Franchement, faut vraiment le faire au feeling et aimer ce que tu écris. En fait, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même aimé mon premier roman. Et en fait, je pense que c'est aussi parce que je kiffais à fond ce que j'étais en train d'écrire. Et ça se ressentait dans mes textes, en fait. Ça se ressentait. Donc vraiment, c'est pour ça que je suis vraiment dans l'idée qu'il faut écrire ce qu'on veut, ce qu'on aime. Parce que déjà, c'est le plus important. Mais aussi parce que ça va se ressentir, en fait, dans la façon dont on écrit. Alors, je dis pas que ce sera parfait, hein, mais ça va se ressentir. Les gens vont le ressentir. Donc, voilà. Ok. Bah, merci beaucoup pour tes conseils. J'espère que De rien. on en est plus d'un ou d'une. J'espère aussi. Écoute, on a
pas mal papoté, là, ça fait plus de 50 minutes Ouais, qu'on effectivement. discute. Donc, je te propose de clôturer l'épisode en 2 questions. Bien sûr. Déjà, est-ce que tu as un ou une invitée sur le podcast que tu verrais? Bien sûr, bien sûr. Celle que je peux citer évidemment et qui d'ailleurs m'a aidé un peu à préparer cette interview, les 2 étoiles, donc qui s'appelle Laura. Vraiment, elle, j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir sur ce podcast. Franchement, ça peut vraiment être très intéressant. Et même si elle a pas, enfin, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire ah bah, enfin, à s'intéresser aux comptes, tu vois, qui ont beaucoup d'abonnés ou quoi. Bah, Hmm. franchement, même si elle a pas beaucoup d'abonnés, son compte est vraiment très intéressant. C'est une personne très intéressante à interviewer, donc c'est vraiment la première personne auquel je pense voilà, que je pourrais proposer comme recommandation. Ok. Bah, merci beaucoup pour ta recommandation. Et dans un second temps, est-ce que tu peux rappeler, pardon, oula, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Alors, ouais, bien sûr. Alors, on peut me retrouver sur Instagram, donc Anna Blood, avec Anna de tirer Blood en bas, hein, de tirer en bas. On peut aussi me retrouver sur Wattpad. Ouais, voilà, Wattpad, c'est franchement, ouais. Ouais, c'est vraiment Insta et Wattpad qu'on peut me retrouver le plus parce que pour l'instant, j'ai un TikTok, mais je poste rien dessus, tu vois. Donc, techniquement, bon, voilà, donc c'est vraiment sur les deux qu'on peut me retrouver. Après, on peut aussi me retrouver au niveau des chroniques, aussi sur Goodreads et sur Booknode. Normalement, j'ai un Linktree sur mon compte dans ma bio, justement où on peut me retrouver. Donc voilà, donc Booknode et Goodreads, ça en fait partie. Et je crois bien que c'est à peu près tout. Mais c'est déjà pas mal. Bah, écoute, Anna, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur ton parcours sur les réseaux, ta vision, on va dire, politique, et sur ton parcours d'autrice. Donc, bravo à toi d'avoir accompli tout ça à ton jeune âge. Merci beaucoup, vraiment, c'est vraiment super sympa de m'avoir invitée. J'ai vraiment été très agréablement surprise et ça fait plaisir, quoi. Bon, bah, c'est plaisir partagé. Je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.